Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Constance et je suis la cofondatrice de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais juste avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Fabrice Gerlot, responsable distribution France chez Rémy Cointreau. Bonjour Fabrice. Bonjour. Aujourd'hui, tu es venu nous parler d'une très belle marque, Westland, une distillerie pionnière dans le domaine du single malt américain. Mais pour commencer, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi et de la façon dont tu es tombé dans les spiritueux, comment tu es arrivé chez Rémy Cointreau? Écoute, avec grand plaisir. Comment je suis tombé dans les spiritueux? Cursus, on va dire, hôtellerie-restauration, au démarrage. Après, avec une orientation mention complémentaire barman, où le monde du bar m'intéressait. De ce monde du bar, meilleur jeune barman de France, meilleur barman de France. Après, j'ai évolué pendant 10 années dans le monde du bar. Les spiritueux et le monde du cocktail m'intéressaient. Oui. De là, au bout de 10 ans, on va dire que je me posais des questions sur mon avenir pendant quelques années. Donc, je me suis dit, tiens, je vais m'orienter pour évoluer et apprendre autre chose sur le monde de caviste. D'accord. Donc, j'ai intégré un grand caviste parisien en tant que responsable des spiritueux, dans lequel j'ai évolué, où je suis resté un grand nombre d'années, évolué en termes de management pour, à la finale, partir en tant que directeur des achats d'un grossiste parisien. Oui. Et très peu de temps après cette prise de poste, en fin de compte, Rémy Cointreau m'a appelé en disant « Écoute Fabrice, on va ouvrir la filiale française de Rémy Cointreau, on aimerait en discuter avec toi. » Je lui fais « Ok ». Donc on a discuté rapidement parce que voilà, c'était assez rapide. Rémy Cointreau était une des maisons cœur entre guillemets quand j'étais barman que j'aurais voulu intégrer en tant que brand ambassadeur ou en tant que commercial. Ça avec un écart de 20 ans. Donc 20 ans plus tard, grosso modo, voilà, on m'a exposé un petit peu le but de Rémy Cointreau, d'ouvrir une filiale française, chose qui n'a pas été faite depuis 30-40 ans, pour s'occuper des marques incubatrices et voilà, les remettre en distribution directe et créer tout ça de from scratch. Donc j'ai sauté les 2 pieds joints et les entretiens étaient au mois de novembre et j'ai commencé début janvier. D'accord, oui. Voilà, on avait 3 mois pour monter la filiale et on a commencé en avril 2021. D'accord. Donc là, on est rentré dans la 3e année de distribution. Ok, donc un parcours hyper riche avec une vraie diversité d'expériences aussi. Oui, j'ai vraiment fait, on va dire, toutes les différentes, j'ai plusieurs cordes à mon arc, que ça soit côté, on va dire, service, restauration, bar, côté vente avec caviste, côté management, côté acheteur, et maintenant côté distribution. Oui. Donc là, je pense que j'ai fait toutes les facettes. Oui, là j'ai à peu près la globalité des facettes du métier. Ok, mais super. Donc aujourd'hui, tu es venu nous parler de la distillerie Westland, donc qui appartient à Rémy Cointreau et qui produit des single malt américains. Alors pourtant, au départ, quand on pense Amérique, on pense plutôt Bourbon. Le single malt, c'est dans notre esprit un produit plus écossais. Est-ce que, pour que ce soit bien clair, tu veux bien nous rappeler ce qu'est un Bourbon, un whisky, un single malt ? Écoute, avec grand plaisir. Pour faire simple, un Bourbon, à la base, c'est un minimum de maïs. Donc c'est la céréale qui va varier après différentes provenances, et généralement située aux États-Unis. Un whisky, c'est un terme générique pour différencier en fin de compte les whiskies qui sont produits en Irlande et aux États-Unis. D'accord. Et après les single malt, là on parle d'une variété de céréales, donc c'est 100% orge, et une seule distillerie. D'accord. Donc après, voilà, tu peux en produire à travers le monde. Oui, parce que justement sur les bouteilles de la collection
permanente de Westland, on trouve aussi le terme whisky. Donc on peut faire en fait un whisky single malt. Oui, complètement. En fin de compte, c'est une des particularités, parce que il y a encore, on va dire 13-14 ans, il n'y avait pas de single malt américain. Ouais. Donc il y avait des whiskies qui étaient faits soit à base de maïs, soit à base de rail, soit avec d'autres céréales. Ouais. Mais il n'y avait pas de single malt à proprement dit aux États-Unis. D'accord. Ok. Bon, merci pour la précision. Westland a été créé en 2010. Est-ce que tu peux nous parler de cette distillerie, ses caractéristiques, ses grands piliers? Westland, donc créé en 2010 à Seattle, c'est l'État de Washington. Donc on est complètement nord-ouest États-Unis, à quelques trentaines de miles du Canada. Ouais. Région qui est atypique parce que Seattle est une des dernières villes créées par l'être humain. Ouais. C'est une des plus jeunes. Il y a de grands sièges de grandes sociétés qui y sont, et pourtant autour il y a une grande végétation. Il y a encore beaucoup de terres qui sont, on va dire, pas exploitées par l'homme. Ouais. Donc c'est ce paroxysme qu'il y a où Matthew, qui a créé la distillerie, a voulu créer, en fin de compte, sur une distillerie qui faisait fort en matière sur l'expression céréalier et terroir de l'État de Washington. D'accord. Étant enfant de Seattle, en fin de compte, il voulait créer un produit 100% local. Donc il l'a créé. Spécificité, donc il s'est inspiré des bières. Ouais. Sur les bières, il y a beaucoup de bières craft à Seattle. Il s'en est inspiré parce que c'est ce qui, pour lui, représentait le plus l'expression céréalier. Donc, il a eu l'idée, parce que c'est un des rares à le faire, c'est de torréfier les céréales. D'accord. Donc, c'est un des piliers, une des spécificités. Il travaille déjà sur ses cuvées, alors sur certaines 5 à 6 céréales, qui sont dans la composition de son whisky, mais travaille sur plus de 22 céréales, entre guillemets, en réalité. Ouais. Donc il y a vraiment un champ céréalier d'expérience, de recherche qui est très très large. Donc tu as ça c'est un des piliers. Le côté, il travaille en local, donc tous les chênes sont des chênes locaux, qui sont sourcés avec différentes variétés, on en reparlera un petit peu et ainsi de suite, mais des levures belges de brasseurs. Ouais. Donc toujours pour faire ressortir ce côté aromatique de la céréale. Donc de l'eau locale qui est utilisée, et tu as surtout des fermentations aussi longues. Donc c'est un de ceux qui utilisent des fermentations les plus longues pour faire ressortir au maximum le côté céréalier. D'accord. Et donc le mix de fermentation longue, levure va amener un côté aromatique spécifique à Westland. Pour ça, Westland est une spécificité, mis à part le côté single malt, c'est que aromatiquement parlant, moi personnellement, j'ai jamais goûté de produit qui puisse se rapprocher ou goûter la même chose. D'accord. Donc il y a vraiment une identité propre à Westland. Ok. Et donc quand tu parlais de chênes locaux, c'est pour les fûts. Oui. Ouais. Okay. Oui, pour les fûts, il utilise en fin de compte différentes variétés de fûts. Ouais. Il utilise des fûts de chêne neuf, donc 2 types. Ou pareil, on va dire que Matt est très pointu, très professionnel. Tu as un des fûts qui est laissé avant d'être créé, les douelles sont laissées à l'extérieur pendant 12 mois. Ouais. Le deuxième pendant 18 mois. À Seattle, il pleut beaucoup. Donc ça nettoie tous les côtés tanins que peut avoir le bois, pour pouvoir après commencer à faire ses fûts, faire des petites chauffes sur l'un et l'autre des fûts, pour avoir un côté non pas âpre au démarrage, mais avoir quelque chose de plus soyeux et un peu plus riche aromatiquement parlant. Et après, il utilise différents fûts, que ce soit des ex-fûts de Bourbon, des ex-fûts de Sherry, qui sont utilisés, et des fûts de Gary, on en reparlera tout à l'heure, mais qui est une spécificité à la maison. D'accord. Par contre, il sort des sentiers battus, il fait un peu comme le côté pionnier qu'on a pu voir dans les films américains, chercheurs d'or, ou tout ce qu'il peut avoir à ce niveau-là. On est vraiment dans une recherche aromatique différente de ce qui peut exister à l'heure actuelle sur le marché. D'accord. Et lié directement aussi à l'environnement de Seattle. Lié à l'environnement de Seattle, parce que il a voulu au démarrage, donc certaines céréales étaient sourcées en Écosse et aux États-Unis. Ouais. Et là, il a sorti cette année une cuvée, on en parlera tout à l'heure, mais qui est 100% américaine. D'accord. Donc il se regroupe vraiment pour avoir ce côté 100% américain complet. Il veut vraiment faire du local. Il a beaucoup de partenariats avec, il y a le Bread Lab, qui est un
un laboratoire qui travaille à l'université de Seattle sur la céréale. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de causes à effet. Il fait beaucoup de recherches sur des anciennes variétés de céréales qu'on ne connaît plus, qui étaient utilisées avant mais qui ont été arrêtées à l'ère industrielle en fin de compte du whisky parce que pas assez rentable. Ouais. Donc lui, par contre, il fait de la recherche, mais pas pour le côté rentabilité, c'est faire des micro-cuvées pour avoir un côté gustatif et faire des recherches gustatives. Il y a plein, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après, mais il y a un spectre aromatique chez Westland qui est fabuleux parce qu'il a différentes cuvées sur différents affinages, différentes céréales qui sont utilisées, qui vont amener ce côté orge, torréfaction, une palette aromatique. Ouais. Qui est extrêmement riche, qui va évoluer, des affinages dans différents fûts, qui va amener un complément aromatique dessus avec une strate supplémentaire. En plus, on va dire que, alors je le dis parce que j'ai goûté, mais voilà, Matt est vraiment très doué dans ce qu'il fait. Et quand on goûte, on a une lecture aromatique qui est là. C'est-à-dire qu'il y a une aromatique qui va prendre la prédominance, qui va s'estomper, qui va laisser apparaître une deuxième, et ainsi de suite. Donc donc des choses assez précises aussi. Ouais. C'est très précis, il y a une belle longueur en bouche, c'est des très très belles eaux de vie. D'accord. À mon avis. Bon, je pense qu'on peut te faire confiance. Westland a rejoint le groupe Rémy Cointreau en 2017, donc aux côtés déjà de très belles maisons comme Bruichladdich ou le domaine des Hautes-Classes par exemple. Qu'est-ce qui a attiré la maison dans ce projet de Westland ? Dans le projet de Westland, donc après, alors moi j'étais pas à l'origine lorsqu'ils ont décidé de racheter. Ils ont racheté à une semaine d'écart Domaine de Haute-Glace et Westland. D'accord. C'était les deux distilleries qu'ils ont rachetées en 2017. Je crois qu'il y a une semaine d'écart. Il y en a une qui a acheté en 2016 décembre et l'autre en 2017 janvier. Ouais. Mais c'était dans les deux en fin de compte. Alors tous les achats du groupe Rémy Cointreau. Parce que c'est vraiment des piliers fondamentaux là-dessus, c'est que il faut que les sociétés qui vont racheter ou qui demandent à être rachetées, il y a un partage des valeurs. Ouais. Donc dans les valeurs, chez Rémy Cointreau, c'est terroir, homme et temps. Bon, là, je pense qu'on y est avec on y est, que ce soit Domaine de Haute-Glace ou même Bruichladdich, si on prend toutes les maisons, en fin de compte, qui font partie du groupe Rémy Cointreau, qui appartiennent à Rémy Cointreau, ont tous ces valeurs-là, en fin de compte, quand on y réfléchit. Toutes les maisons ont arrivé à garder l'identité et garder, on va dire, les créateurs dans les sociétés qui les ont créées. Domaine de Haute-Glace, c'est Fred est toujours, Frédéric Révol est toujours là, Mathieu est toujours à l'heure actuelle dans la société. Il y a vraiment ce côté immersion, le côté, je pense ce qu'ils a intéressé dans Westland, alors c'est que Domaine de Haute-Glace ou Westland étaient précurseurs. Chacun dans leur domaine. Westland était précurseur de faire un single malt aux États-Unis, chose qui n'existait pas. Ouais. Ça a été le premier à créer un single malt aux États-Unis. Ce côté de recherche céréalier, son côté de vouloir faire justement découvrir et créer une nouvelle famille des single malt américains, parce que ce que j'aurais dit, ça n'existait pas. On a connu les Japonais, on connaît, on va dire tout l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, on va dire tout le monde en fait, la France dans les 10-15 dernières années qui en a créé. Maintenant, depuis Paris 14 ans, les single malt américains qu'on entendait moins parler, mais qu'on commence de plus en plus à parler. Donc c'est tout ça qui a fait que la maison était intéressée par la spécificité de Westland, qui est ça reste des petites distilleries à taille humaine, et qui ont beaucoup de ce côté de recherche et précurseur. D'accord. Et toi, t'es allé rencontrer Mathieu sur la distillerie Westland ? Alors sur la distillerie, pas encore. Ça fait donc on l'a en distribution depuis la création, donc il y a 2 ans. Donc première année, on s'est plus mis à rouvrir des comptes, aller voir les clients, faire des dégustations, faire découvrir Westland. Ouais. Westland était distribué depuis plusieurs années sur le territoire français, on va dire un peu en catimini. Donc là, l'idée, c'était de le faire connaître à plus de monde, faire goûter, surtout parce que c'est essentiel sur nos métiers, c'est de faire goûter les produits pour que partager, trouver des prescripteurs et des amoureux du produit.
En fin de compte, dessus, Matthew, on l'a vu la première année, parce qu'on était à Whisky Live, donc le salon du whisky entre guillemets en France. Donc Matthew fait tous les gros salons internationaux. Donc généralement il fait Whisky Live et après il part à Londres pour faire celui de Londres. Après, il fait un tour en Allemagne. Il fait un petit peu le tour de l'Europe. Donc, c'est là où on a pu se rencontrer, discuter. Avant ça, on a fait énormément de Teams avec les équipes américaines. Ouais. Pour se nourrir, en fin de compte. Moi, ce que je leur disais, nous, on est le bras armé de l'artiste qui est là, Matthew et Westland, c'est que nous, on a besoin de comprendre leur cheminement pour pouvoir le retranscrire et le partager. Ouais, bien sûr. Donc, déguster, c'est bien. Mettre des mots sur des aromatiques, c'est très bien. Mais pour moi, ayant fait un petit peu de vente dans mes années ainsi de suite et amoureux de produits, c'est ce côté amour du produit qu'il faut arriver à faire passer. Ouais. C'est pas juste décrire un produit. Décrire un produit, c'est personnel lorsqu'on l'a fait ou lorsqu'on l'a goûté, mais c'est quelque part c'est impersonnel parce que un produit, ce que j'ai toujours dit en termes d'égalisation, tant qu'on fait pas goûter, je peux vous parler d'un produit pendant 3 heures. Si vous l'avez pas goûté, en fin de compte, ça va pas vous avancer parce que vous n'avez pas forcément les référents parce que vous l'avez pas encore goûté. Donc je vais vous parler d'un produit et d'une aromatique. Vous dire d'accord, vous comprenez, mais vous n'arrivez pas à mettre en face l'équivalent. Ça ressemble à quoi? Donc toute l'idée c'était d'arriver à faire ça. Donc Matthew, première année, on a fait Whisky Live, on a fait des tournées clients avec lui, on a discuté. C'est quelqu'un qui alors malgré ce qu'il dit, il parle très très bien français. Grand amoureux, alors c'est tout paroxyste, grand amoureux de fromage, d'escargot et de grenouilles. D'accord. Donc c'était notre grand sujet de conversation parce que c'était en plus il a une superbe connaissance gastronomique. Ouais. Et non, un grand amateur éclairé, il adore les bonnes choses. Deuxième année, là, on a envoyé notre brand ambassadeur, Robin Cassagne, qui lui l'année dernière a pu y aller. Nous, pour des raisons de planning, on n'a pas pu y aller. Et là, cette année, on devait y aller. En fin de compte, on a préféré décaler l'année prochaine. Ouais. Parce que là, on veut lancer Westland, on veut pouvoir aller chez Westland avec des journalistes et avec des clients. Ouais. D'accord. Donc on s'est dit qu'on allait, c'est quand même un gros voyage, parce que généralement là, il faut y aller, on va pas y aller pour 2 jours, donc bien sûr. Il faut y aller pour une semaine. Et l'idée, c'est vraiment de se caler avec la distillerie pendant, de faire venir, sélectionner en fin de compte les personnes qu'on veut emmener et y aller avec mes collègues pendant une semaine, faire vraiment un tour complet de la distillerie, de la vallée de Skagit où il y a les plantations, voir les champs, voir les tourbières, avoir vraiment un côté complet de la distillerie dessus. Ah, ça va être un beau voyage. Oui, Robin quand il est revenu était subjugué. Émerveillé parce qu'en plus il adore le côté un peu Far West, alors même si c'est Far West. Il y a tout. Il y a de la montagne, il y a de l'eau, il y a de la verdure, mais c'est des grandes étendues, sauvages, d'autres civilisées. Voilà, c'est ce mix qui est très très beau. Et il est revenu, il me dit non mais on y retourne. C'était pour me dire mais là on y retourne ou pas? Non, pas cette année, l'année prochaine. C'était le premier déçu. Et il y retournerait tout le temps. Ouais, je comprends. Ouais. Et Matthew donc a créé The American Single Malt Whiskey Commission. Tu me pardonneras pour l'accent. Donc comité qui participe à la définition et à la reconnaissance de la catégorie du single malt whisky. Est-ce que c'est le signe d'un beau futur pour ce type de whisky? Je te dirais que normalement oui, parce que normalement cette année ils sont censés annoncer. Alors si on met dans l'ordre, il a créé il y a 2010 la distillerie, il était tout seul. Ouais. Il a créé une association pour ne pas rester tout seul. Maintenant, tu as à peu près 200 distilleries qui font partie de l'association et qui font du single malt américain. Ah oui. Donc on est passé en 2013 ans de 0 à 200 distilleries qui en font. Après, les marques qui sortent du territoire, pour l'instant, il y en a 3 en single malt. À travers l'Europe et ainsi de suite, mais donc c'est petit, mais ça se développe
énormément. Il y a de plus en plus d'engouement, on voit par rapport à la presse ou ainsi de suite, on nous demande de plus en plus d'informations sur justement les single malt whisky américains, des grandes maisons qui n'en faisaient pas en fond, américaines. Donc, il y a quelque chose. Ça va dans le bon sens. Ouais, il y a quelque chose et on va dire que Westland, depuis 2010, prônent le discours à tous leurs clients et à Seattle en disant que tout n'est pas fait avec du maïs. Ouais. Et c'est tout le discours. Et je pense que les Américains connaissent extrêmement bien le rye, donc le seigle. Faut que j'aille dire là, c'est le seigle. Qui est alors très très beau et qui a des aromatiques complètement différents selon les marques qui le font et ainsi de suite. Mais ce côté single malt et donc orge intéresse énormément la clientèle américaine et après bien sûr par ricochet la clientèle on va dire mondiale, parce que apporte une typicité que les autres single malt n'ont pas. D'accord. Donc il y a vraiment une identité propre au territoire américain. D'accord. Et encore plus sur Westland, sur l'État de Washington, et donc sur l'American Single Malt Commission. Normalement, donc c'est en cours de ce qu'on sait, c'est qu'ils devraient annoncer au cours d'année que la famille des single malt américains officiellement est reconnue et existe. D'accord. Donc ils ont tergiversé sur en quoi contient, c'est quoi un single malt whisky américain? Parce qu'on a l'impression, c'est simple. Non, en fin de compte, c'est pas si simple parce que il faut vraiment écrire quelle est la composition, qu'est-ce qui est utilisé, quelle est la céréale utilisée, à quelle proportion, quels sont les fûts utilisés, combien de temps de vieillissement, tout. Donc tout est en train d'être écrit, un peu comme les whiskies français où à l'heure actuelle il y a pas, comme la création d'une appellation. Complètement. Donc ils sont là-dessus. Je sais que alors sans avoir ils travaillent aussi sur un côté organique, mais là on va dire que c'était plus un rictus que j'ai vu, donc sachant Mathieu, quand il fait un rictus, c'est qu'il est déjà, ça fait déjà quelques années qu'il bosse dessus. Mais voilà, déjà ils vont asseoir le côté officiel du single malt américain, et je pense de là on va voir une plus grande sortie de produits mondialement parlant et un peu plus de communication, mais on voit déjà sur le territoire français, nous depuis 2 ans, où il y a un très bel écho sur Westland, aromatiquement parlant. Donc ça intéresse les gens, malgré ce côté américain, parce qu'on aurait pu se dire, on a eu après le Covid un côté un peu plus, on veut des produits français, ainsi de suite, ce qui est le cas, hein. Mais on va dire que dans l'univers whisky, les gens sont assez demandeurs de découvrir quelque chose de nouveau aussi. C'est tout l'intérêt, parce que c'est vrai que on est habitué à des côtés aromatiques un petit peu classiques. Là, on arrive sur une palette aromatique que moi, ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas goûté ailleurs. Et quel est est-ce que tu arrives à faire un profil aromatique général de Westland? Général, on est sur alors presque général, parce que si je le fais en général de A à Z, tu vas être aussi bien sur des aromatiques d'agrumes, de citron, de citronnelle, pour aller aussi bien sur des aromatiques pâtissiers, cacao, agrumes. Tu vas avoir un côté sirop d'érable. À chaque fois, moi, je me targue quand je vois les clients en disant c'est parce qu'ils sont proches de la frontière. Bon, alors que ça n'a rien à voir. Hein. Mais voilà, t'as un côté sirop d'érable qui ressort. C'est tous ces arômes de torréfaction. Enfin, c'est tout ce côté de torréfaction et de levure et de fût qui amène ce côté aromatique. D'accord. Et donc tu as ça, tu vas avoir des aromatiques de fumée qui sont assez difficiles pour nous à traduire, parce qu'en fin de compte, c'est ce que je parlais tout à l'heure de référents. Donc chacun a ses référents aromatiques, ou en termes de lecture, ça marche pour tout. Et en fin de compte, dans le référent, quand tu parles de cuisson barbecue pendant 20 heures, tu vois, nous, je pense que on l'a pas. Parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de cuisson. On commence, parce que de plus en plus de personnes qui achètent des barbecues de plus en plus techniques, mais les Américains l'ont. Et ce côté, quand Mathieu des fois me fait un comparatif en disant tu vois, c'est de l'épaule de porc cuite, basse température, 20 heures, ce côté caramélisé, toasté, ainsi de suite. Alors, je vois de quoi il parle. Mais je suis pas sûr que la plupart des gens vont comprendre réellement ce côté à nos barbecues. Pour l'instant, on est assez réduit. Voilà, donc il y a toute cette côté aromatique qui est présente dans Westland, qui est un peu difficile, où on ne traduit que ce qui est
compréhensible entre guillemets par chaque pays, on va dire, parce que chaque pays a ses cultures et son côté aromatique, donc c'est pas, il faut l'ajuster. Tu as des aromatiques de fruits mûrs, de compotés, ce côté apple pie, enfin tarte aux pommes. C'est un mix de tout ça dans les différentes cuvées. Certaines sont légèrement tourbées, mais très pareil, même la tourbe est travaillée très différemment dessus, parce qu'en fin de compte, tu as une tourbe qui va venir juste sur les côtés de ta langue, alors que généralement, la tourbe, tu l'as devant. D'accord. Mathieu arrive à avoir un côté, ce côté pâtissier qui reste, qui va s'estomper pour laisser apparaître une toute petite tourbe très légère, mais qui va être sur les côtés de la langue, où généralement c'est là où tu as le sucré qui apparaît. D'accord. Donc c'est bluffant. Il faut goûter. Oui. Donc tu nous as déjà parlé de la volonté vraiment de faire autrement, des expérimentations chez Westland, de casser les codes. Donc déjà dans l'idée même du single malt américain, mais aussi après derrière avec de nombreuses expérimentations. Donc il y a la gamme d'éditions limitées Outpost notamment, qui est bien représentative de cette exploration permanente. Est-ce que tu veux nous en parler ? Avec grand plaisir. C'est une très belle gamme en fin de compte, et une gamme d'expressions aromatiques. En fin de compte, Mathieu, dans cette gamme, fait des micro-cuvées, parce que là, on parle de 3 cuvées, sur 3 expressions différentes, et qui sont des cuvées qui font, pour la plus grande, c'est 6000 bouteilles monde, et les autres, c'est 3000 bouteilles monde. D'accord. Donc, c'est tout petit. Donc, 3 expressions. Tu en as une, en fin de compte, qui est la plus ancienne, parce que c'est Gariana. Donc Gariana, on est sur l'édition 7, donc ça fait 7 ans qu'il l'a fait. Gariana, c'est une expression d'une nouvelle essence de chêne américain, qui est le Gary. Le Gary, en fin de compte, c'est un chêne endémique à la région. Ce qui était marrant, c'est que l'année dernière, sur le salon, Mathieu nous a amené une carte avec, en 1700, où étaient plantés en fin de compte tous les chênes Gary. Dans toute la côte ouest, c'était rouge de partout. C'était donc là où il y avait des chênes. Un siècle plus tard, il y avait quelques points rouges. Alors, il a disparu à cause de l'homme, parce qu'en fin de compte, c'est un chêne qui est très robuste, donc très utilisé pour la construction. Et aux États-Unis, ils construisent beaucoup en bois. Donc, ils ont pratiquement éradiqué la race. Malheureusement. Donc cette race a été protégée. Donc le chêne Gary est complètement protégé. Interdiction d'en couper. D'accord. Donc l'amende pour si on vous attrape à couper ou à tuer un chêne Gary, c'est $10,000. Oui. Donc vaut mieux attendre qu'il tombe. Oui, alors c'est un chêne qui a spécificité, donc c'est une race de chêne qui met plus de 150 ans à devenir adulte. D'accord, oui, en plus. Donc, Mathieu a voulu explorer. Alors, dans le monde du whisky, c'est pratiquement pas fait. On reprend les mêmes chênes que ce qui a été fait depuis des siècles, parce qu'on va reproduire quelque chose d'identique. Mathieu, dans sa recherche depuis la création, veut aller, lui, explorer d'autres aromatiques, d'autres chemins. Donc, le Gary, il s'est dit, tiens, je vais essayer. Donc, il a acheté un chêne Gary lorsqu'il est tombé au sol. Donc, il peut les acheter à condition que donc il soit mort, tombé au sol. Donc, il le coupe pas. Il faut qu'il tombe. Donc, soit il y a une grosse tempête, ça le déracine et il meurt. Donc, généralement, il en a acheté. Il a fait ses tests. Il replante grosso modo entre 300 et 600 chênes Gary tous les ans. D'accord. Qu'il verra jamais. Pour les prochaines générations, parce que 150 ans pour devenir adulte, mais il participe en fin de compte au fait de pouvoir replanter des chênes Gary pour justement le redévelopper sur cette côte ouest. D'accord. Et le chêne Gary, donc spécificité, on lui a demandé pourquoi tu fais pas une cuvée 100%. Il dit j'en ai fait une. Je fais donc, alors dis-nous, il fait, c'est imbuvable. C'est tellement épicé. D'accord. En fin de compte, la spécificité, c'est que le chêne Gary va amener des arômes de poivre et d'épices. Donc, dans ces différentes cuvées, je vous parlais donc Gariana, la édition 7, toutes les cuvées, tous les ans sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vieillissement fût de chêne Gary,
qui vient composer d'autres vieillissements dans d'autres fûts. D'accord. La 7, c'est un mix entre des ex-fûts de vin américains, État de Washington, de Cabernet, et des fûts de Gary. D'accord. Donc là, il a 46% de fûts de Gary. Et la cuvée 6, c'était un mixte entre des ex-fûts de brandy, donc d'alcool de cidre, entre guillemets, américain, de Calvados. Donc Apple Brandy, de Sherry Pedro Jiménez, qui est un sherry assez marqué avec des arômes de torréfaction, chocolat, café qui vont ressortir, et des ex-fûts de Bourbon et des fûts de Gary. Et tous les ans, en fin de compte, il fait des assemblages, des vieillissements et des assemblages différents par rapport à des cuvées pour faire découvrir un côté aromatique différent. D'accord. Il y a une très très belle complexité. Donc ça, c'est une de ces expressions, c'est le chêne. Après, il y a une deuxième expression qui est la céréale. Donc là, on a Coléré, donc deuxième édition. Et Coléré, en fin de compte, c'est l'expression de la céréale. Donc il travaille avec le Bread Lab, qui est le laboratoire à Seattle qui travaille sur les céréales dessus. Et en fin de compte, il va travailler sur des orges qui ont existé. Donc là, par exemple, sur Coléré 2, c'est une orge qui s'appelle Talisman et qui a été tirée d'une orge ancestrale qui s'appelle la Mariotée, qui était utilisée. Moi, quand j'ai commencé à travailler, voilà, on nous disait qu'il y a des grandes maisons qui ne travaillaient qu'avec ça et ainsi de suite. C'était vraiment une orge qui était utilisée il y a 30 ans parce que très aromatique. Une orge de rang divers, donc faible rendement, peu de production, mais aromatiquement parlant, voilà, magnifique et une explosion de saveur. En fin de compte, donc il a retiré une orge de la Mariotée, il en a créé le Talisman. C'est pour ça que je disais de mariage qui travaille avec 22 céréales, c'est qu'il fait des tests, et pareil, tous les ans, donc Coléré 1, Coléré 2, ne sont pas les mêmes céréales qui sont utilisées. C'est un peu notre pré-phylloxérique, qui est dans le vin, qu'on a la chance d'avoir goûté des vins pré-phylloxériques, donc ce sont des vins utilisés qui ont été faits avec des raisins qui n'existent plus, des variétés de raisins qui n'existent plus, donc une aromatique qui n'existe plus. Ben là, dans le whisky, en fin de compte, on a une aromatique qu'on n'a pas pu goûter ailleurs, parce qu'en fin de compte, ce sont des céréales qui ont été créées par rapport à des orges qui ont été, historiquement parlant, qui existent, sur lesquelles il a tiré le meilleur, entre guillemets, il en a créé une céréale, il a fait des tests avec, quand les tests ont été concluants, en fin de compte, il en a fait une micro-cuvée de 3000 bouteilles. D'accord, Et tous les ans, il va travailler sur une céréale différente, de l'orge, 100% à chaque fois, mais une seule. Il la recrée à chaque fois à partir d'orges historiquement qui ont existé et qui ont fait leur historique, parce que aromatiquement parlant, très très bonne. D'accord. Et il le met, on va dire, au goût du jour avec le côté de terroir américain, planté toujours là où il a ses champs de céréales. Et ce qui est très très beau sur son Instagram, c'est que on voit en fin de compte, quand il le filme, on voit des parcelles rectangulaires qui n'ont pas les mêmes couleurs. Et en fin de compte, c'est ces céréales c'est son orge qui est là. Et quand il fait et quand on fait des photos de près, moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit, ah Fabrice, tu fais attention parce que t'as mis ça, mais c'est pas de l'orge. Si, c'est de l'orge. Mais c'est de l'orge qui varie il y a des grains qui sont, des orges qui sont noirs, d'autres qui sont violacés, d'autres qui sont jaunes. Enfin, c'est des orges qu'on n'a pas, moi j'ai de la famille qui est cultivatrice, en Bourgogne, voilà, l'orge, c'est de l'orge. Le blé, c'est du blé. Là, quand on regarde les photos, on dit, ah, ça existe. Et enfin, et c'est super beau. C'est fou. Et ça, aromatiquement parlant, donc ça découvre là, le côté, tout à l'heure, on parlait d'aromatique, ce côté, sur Coléré 2, citron, citronnelle, beaucoup de fraîcheur, des côtés arômes un peu suaves, mais tout en légèreté, en fin de compte, c'est cette céréale, Talisman, qui va donner ça. D'accord. Et ça, il le travaille uniquement avec des ex-fûts de Bourbon, pour ne pas justement venir atténuer le côté aromatique de la céréale, c'est vraiment la céréale qui va parler. D'accord. C'est ce côté aromatique de la céréale. Donc ça, c'est le deuxième axe sur le côté céréalier. Et le troisième, qui a vu le jour, on a commencé à le distribuer en avril, 7 avril, c'est Solum. Donc Solum, c'est le premier single malt américain tourbé 100% américain. D'accord, donc tourbe américaine aussi. Tourbe américaine, céréales donc 100% américaine, qui vient de la vallée de Skagit. La vallée de Skagit, c'est une vallée qui est située à quelques kilomètres au nord de Seattle et donc au nord de la distillerie, qui est l'endroit en fin de compte où tous
toutes les personnes qui veulent faire pousser de la céréale ou côté végétaux, en fin de compte, c'est une vallée qui organique entre guillemets. Voilà, ils font beaucoup de tests là-bas. Ce que j'ai pas dit au démarrage, c'est que Seattle et l'État de Washington, c'est une des 3 plus belles régions au monde pour faire pousser de la céréale et faire pousser de l'orge. D'accord. Donc ça fait ça fait partir. C'est pas un endroit sur lequel on a planté de l'orge. C'est un lieu de culture. Oui, très renommé à travers le monde. Voilà, je crois qu'ils font partie des trois plus belles régions entre guillemets pour cultiver de l'orge. Donc toute l'idée a été là dernièrement, en fin de compte, les chais ont été justement poussés dans la vallée de Skagit. Matthew donc a fait cette cuvée Solum avec 100% d'orge de Skagit, tourbée avec des tourbières qui sont un peu dans le sud de la distillerie, chez un ami à lui, et spécificité. Donc là, c'était pour exprimer, rechercher donc le 100% tourbé, parce qu'on connaît la tourbe, alors plutôt écossaise, mais là sur une tourbe américaine. Donc on est complètement sur un registre aromatique différent. Et spécificité, il s'est dit voilà, les tourbières, bon, il y a beaucoup de discours en ce moment sur les tourbières. Est-ce qu'il faut écologiquement parlant, reconstruction, comment le nombre d'années qu'il faut pour reconstruire une tourbière, ainsi de suite. Donc Matthew, qui est quand même très respectueux de l'environnement, depuis des années, a cherché comment est-ce qu'on peut faire une micro-cuvée avec de la tourbe, mais sans endommager l'écosystème. Donc a priori, avec différents chercheurs et ainsi de suite, ils ont trouvé un système qui est de prélever donc la tourbe, mais en dessous du niveau de l'eau. Ce qui, en fin de compte, a priori, n'endommage pas l'écosystème et se reconstitue plus rapidement. D'accord. Donc là, sur la cuvée, pareil, c'est une cuvée de 3000 bouteilles monde. Amène ce côté tourbé, mais avec une tourbe beaucoup plus herbacée, beaucoup de finesse. D'accord. On n'est pas sur une prédominance de whisky très tourbé. On a toujours ce côté céréalier. On a des arômes qui sont assez frais, qui sont assez ronds. On retrouve les côtés pâtissiers et un côté de tourbe, plus avec de côté herbacé, plus un côté fruit blanc qui va ressortir et qui est assez frais. D'accord. Est-ce que c'est ce dont tu nous parlais tout à l'heure avec le goût non, qui alors c'est pas, ouais, c'est une autre expression. Oui, en fin de compte, celle où tu as la tourbe qui apparaît sur les côtés de la langue, c'était la cuvée Pitted, qui était une cuvée qui était faite avec donc une partie tourbée. En fin de compte, alors si on reprend l'historique de Westland, au démarrage, il a fait 3 expressions. Ce qu'on appelle un whisky qui s'appelle American Oak, avec des vieillissements en fût de chêne neuf et ex-fût de Bourbon. Ensuite, tu avais une cuvée Pitted, qui était une cuvée tourbée. Donc, où pareil, garder ces 5 céréales 5 céréales utilisées, toutes torréfiées, de pelle jusqu'à brown. Donc, c'est-à-dire que l'équivalent d'une première céréale non torréfiée, dernière céréale torréfiée autant qu'une bière brune. D'accord. Pour donner un peu une vision de cette torréfaction. Donc 5 céréales pour le Oak. Pour le Pitted, il en enlevait une céréale, il en mettait une tourbée qui venait de la même malterie que Brookladic en Écosse. D'accord. Donc qui était une cuvée qui est très peu tourbée, parce que la tourbe se mesure en parts par million, donc ppm, et grosso modo le Pitted c'était un whisky qui était aux alentours de 15 ppm. D'accord. Donc tourbe très légère, même les gens qui n'aimaient pas la tourbe, quand on leur faisait goûter, adoraient ça. Et il y en avait beaucoup de personnes de clientèle féminine qui disaient ah oui non mais j'aime pas la tourbe, j'aime bien goûter. Et en fin de compte ce côté de mariage d'arômes pâtissiers et de tourbe, ah mais c'est bon. Donc voilà, c'est l'appréhension de la tourbe est différente selon les cuvées. Et une cuvée sherry qui était spécifiquement vieillie toujours dans ses fûts neufs, mais après dans un ex-fût, enfin un fût de Oloroso, ex-fût de Oloroso et ex-fût de Pedro Jiménez. Où pareil, Matthew aime bien faire les choses beaucoup dans le détail, fait venir des fûts sans les démonter. Parce que les bois après vont sécher, donc il demande à chaque fois d'avoir un fond de sherry dedans pour les garder humides à l'intérieur. Alors j'ai demandé mais tu fais quoi de ton sherry après? Donc il m'a dit bah écoute on le boit mais tu sais c'est du sherry qui est resté longtemps donc c'est pas forcément du sherry aromatiquement parlant à boire qui est super. Il fait maintenant on le boit avec les gars à la distillerie ou alors après on en fait on fait du vinaigre avec et ainsi de suite. Mais voilà il y a rien de se perdre mais c'était ce côté
Il aurait pu, beaucoup de personnes achètent par contre des fûts qui sont mis qui sont défaits, démontés, mis sur. Je savais pas que c'était démonté. Ouais, bah oui, parce que ça prend plein de moins de place. Oui, c'est sûr. Donc pour voyager, c'est pratique. Donc ça coûte plus cher, mais aromatiquement parlant, les bois sèchent pas. Donc c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir directement vider le sherry et il charge directement ses distillés à l'intérieur. Donc ça, c'était les 3 expressions qu'il avait fait. C'est la gamme permanente. C'est la gamme permanente qui, à court terme, va être remplacée donc par l'American. D'accord. Et l'American Single Malt, c'est l'expérience des 10 dernières années de Matthew, où voilà, le Oak, le Sherry, le Peated, très beau whisky, mais il a voulu aller encore à un niveau supérieur, et en fin de compte, l'American regroupe aromatiquement ces 3 whiskies. D'accord. Donc, comment c'est possible ? En fin de compte, il utilise sur l'American 6 céréales. Ouais. Donc les 5 de démarrage, plus la 6e qui est tourbée. Ouais. Il utilise les 2 ex-fûts neufs. Il utilise un ex-fût de Bourbon. Il utilise un ex-fût d'Oloroso, donc de sherry espagnol. Ouais. Et cette combinaison, en fin de compte... Ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne et on retrouve ce côté aromatique. Et dans la trame, c'est vrai qu'il est encore monté à un niveau supérieur en lecture aromatique dans son whisky. D'accord. Donc la trame Oak, Peated et Sherry s'arrête au fur et à mesure. L'American a été lancé il y a 1 an maintenant. Ouais. À vocation de remplacer les 3 autres, parce que c'est vraiment l'identité propre. Ouais. Il voulait au bout de 10 ans dire Westland c'est quoi ? C'est l'American. C'est son identité propre pour pouvoir après partir sur les 3 expressions qu'on disait sur Gariana, sur Coléré et sur Solum, qui sont 3 expressions différentes. Et après, on va arriver sur... alors, ce qui est... première année ou deuxième année, je voyais, ils postaient des cuvées, mais on savait pas trop ce que c'était. C'était des petites cuvées, ainsi de suite. Je dis, mais alors Mathieu, nous, ça nous intéresse, parce que si t'as des cuvées comme ça, mais même si t'as que 12 bouteilles, 24 bouteilles, c'est pour des clients qui aimaient aussi découvrir, ainsi de suite. Moi, ça m'intéresse. Il fait OK, donc première année, il se passe rien. Deuxième année, il fait bon, Fabrice, j'ai réfléchi. Donc voilà ce que je te propose. Donc il m'envoie une liste, 15 fûts de single cask. C'était pas quelques bouteilles. Non, c'est ça. Et en fin de compte, non, parce que c'est des fûts qui ont plus de 7 ans. Ouais. Sur quel pari il a fait des recherches différentes, pas des recherches, aromatiquement parlant, où il a fait des vieillissements classiques et après des affinages. D'accord. Et des affinages dans différents fûts. Tout confondu. Des fûts Pedro Jiménez, des fûts de différents sherry, typicité de sherry, des fûts de vin français, des fûts de vin français sucré, des fûts de vin français sec, des fûts d'Amarone, donc de vin italien. Voilà, il y a plein de choses. Et en fin de compte, c'est des cuvées, des micro-cuvées qu'il a fait, parce qu'on parle de un fût, grosso modo, c'est 224 bouteilles. Ouais. Donc c'est tout petit. Et il en sortait comme ça occasionnellement, pour des clients spécifiques de la distillerie. Ouais. Il me racontait, quand il mettait un fût comme ça en vente, il vendait, grosso modo, lorsqu'il sort les éditions limitées, il vend 500 bouteilles dans la journée. D'accord. Ouais. Okay. Au lancement. Parce que voilà, les gens savent le niveau, entre guillemets, auquel il est arrivé. Plusieurs de ses cuvées, à chaque fois Gariana a été élu meilleur... Alors, je dis pas de bêtises. Il a été, parce que tous les ans, il y en a un qui gagne quelque chose. Meilleur whisky américain, toutes catégories confondues. D'accord. L'année dernière, c'était Coléré 1 qui l'avait gagné. Solum est sorti médaille d'or en janvier. Voilà, pas tout ce qu'il fait est reconnu, médaillé, ainsi de suite. Okay. Il a été élu meilleur distillateur alors il y a eu la distillerie c'était quoi, 2000, 2010, 2015, il a été élu meilleur distillateur. Après il y a une cuvée qui était Westland a été élu meilleur single malt, meilleur whisky, médaille de meilleur whisky. Ouais. Donc il est reconnu par ses pairs et ainsi de suite comme quelqu'un de. Ouais. Donc quand il sort quelque chose, ça part très vite parmi les connaisseurs. Ouais. Et puis il fait des. Ils ont. Alors tout à l'heure on parlait de qu'est-ce qu'il y a en commun Domaine de Haute-Glace et Westland. Ils ont ça en commun, c'est que Frédéric ou lui sont très doués. Parce que aromatiquement parlant, dans ce qu'ils font, c'est très beau. Enfin c'est très beau. Je dis pas parce que on le distribue ou que ça part. De par tout ce qu'on a goûté, aromatiquement parlant, il y a une lecture dans le whisky qui est à part entière.
Et je trouve que c'est très beau, même pour quelqu'un qui est néophyte, permet de pouvoir goûter quelque chose et qu'on lui explique un petit peu la lecture. Voilà, c'est un peu comme une musique, on sait pas pourquoi c'est beau, bah là, entre guillemets, on arrive à identifier le fait, ah, c'est bon, ah oui, puis on sent ça, et puis on sent ça, et ça interpelle. D'accord. Et est-ce qu'on pourra goûter des single casques au Whisky Live cette année? Alors oui, là on a reçu les premiers single casques, on a sélectionné les premiers. Donc on va mettre sur le marché à partir de septembre un des 3 single casques qu'on a sur le marché français. Ouais. Donc on le fera déguster à Whisky Live au mois d'octobre. Mais on va commencer, entre guillemets, on va voir un petit peu comment le marché réagit dessus. Pour l'instant, a priori, les retours sont plutôt très bons. Donc on va le lancer petit à petit. Après, on veut pas griller les étapes. Le but, c'est vraiment de construire quelque chose sur Westland, de le faire connaître aux clients, de faire connaître vraiment tout ce côté ADN de Matthew, où voilà, c'est des spécificités, des petites ovnis qui nous envoient. Donc de bien les faire goûter, et puis au fur et à mesure de pouvoir le faire. Donc on sait qu'on a potentiellement une quinzaine de fûts, et puis je sais qu'il en a d'autres à distillerie. Donc parce qu'il nous a demandé quelles sont les orientations que tu voudrais aromatiquement parlant pour que je te fasse une liste de ce qu'on a entre guillemets. Donc de toute façon il distille depuis, il a créé en 2010. Donc il distille depuis 2010. Oui. Donc, voilà. Il a des réserves. Oui, il a un peu de réserve, mais surtout des micro cuvées. C'est ça qui est, parce que là on est sur des single casques bruts de fût. Ouais. Donc là on parle de 200 bouteilles. Donc c'est on va dire ridicule. C'est vraiment du microcosme comparativement à ce que fait d'autres maisons et ainsi de suite. Genre quand déjà vous êtes à 200-300 bouteilles, c'est tout petit. Et surtout là, donc c'est pour le marché français entre guillemets, mais s'ils vendent ça aux États-Unis, 200 bouteilles, ils les vendent à la distillerie uniquement. Ouais. Mais voilà, je suis très content parce qu'il a répondu positivement à notre demande. Et c'est vrai que le marché français ou même le marché européen est très demandeur à ce niveau-là d'avoir des spécificités et puis un peu des ovnis comme ça. Ouais. Donc on va mettre au fur et à mesure quelques single casques et les faire découvrir au grand public sur Whisky Live. Ok. Bon, l'avantage c'est que les produits parlent d'eux-mêmes, donc il y a juste presque juste à faire goûter. Bah, l'avantage, là où j'étais surpris, moi, alors je faisais Whisky Live avant et ainsi de suite, mais soit en tant que professionnel, là en tant que distributeur, où depuis 2 ans, tous les gens qui viennent sur le salon, qui viennent au stand Westland, ils ont tous la même rhétorique. C'est mon coup de cœur. Ah oui. Ouais. Et c'est vraiment, alors quand je ne dis pas, je vraiment à part entière, c'est que je trouve ça super beau pour Matthew à chaque fois qu'il est là, qui entend ça, et régulièrement, en plus de dire c'est notre coup de cœur du salon. Alors ça n'enlève rien aux autres, c'est juste que c'est plutôt beau de se dire tiens on fait un travail et on dit ah mais c'est notre coup de cœur parce que voilà c'est vraiment plaisant. Et d'une année sur l'autre, on a tous les clients de l'année passée qui reviennent pour dire ah qu'est-ce que vous avez de nouveau parce que c'était magnifique, je m'en souviens encore et c'est superbe. Et quand il revoit Matthew qui est toujours là. Bon, alors certains parce que après Matthew est plus à l'aise en anglais dans sa langue d'origine, certains donc parlent en anglais ainsi de suite. Ouais. Donc comme ça Matthew s'occupe de ceux qui peuvent parler en anglais, nous on s'occupe des autres clients francophones. Mais voilà, il y a un échange qui se fait parce que ils sont super contents de le retrouver, de pouvoir discuter avec lui de ce qu'il fait, de sa vision. Ah bah tiens, vous avez sorti ça, mais pourquoi expliquez-nous. Voilà, c'est vraiment ce côté de découverte quand on en revient, toi. Prémisse du démarrage où c'est les grands ouest à découvrir, où il y a encore plein de choses dans le monde du whisky aromatiquement parlant à découvrir. Ok. Ouais. Et puis une rencontre aussi humaine finalement. Oui. De toute façon, oui, ça va ensemble. Ça va ensemble. Généralement, il y a toujours un côté, un grand produit, généralement il y a une grande personne derrière. Alors le mieux c'est d'arriver de la connaître et d'avoir justement cette fibre, ce lien en fin de compte émotionnel, c'est ce qui fait la différence dessus. Ok. Merci beaucoup. Et alors, à titre plus personnel, toi, quelle est ta plus grande claque de dégustation chez Westland ? Alors, la plus grande claque, c'est compliqué. Les plus grandes, mais
Moi, j'étais émerveillé par... là, si on prend le dernier, c'est Gariana. Alors, Gariana 7... Alors c'est un mix, c'est-à-dire que l'un chasse l'autre. C'est-à-dire que quand j'ai goûté l'année dernière l'américaine, comparativement à Oak, à Pitid et à Sherry, je fais waouh. Parce qu'on montait encore d'un niveau, il y avait une super lecture, on retrouvait ce côté légèrement très 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 léger en termes de tourbe, mais vraiment en arrière-goût, faut le chercher. C'est pas une cuvée, même s'il y a un peu d'orge tourbée, c'est pas tourbé. On est plus sur ce côté sirop d'érable, fruits mûrs, compoté, côté mûr, qui est très beau, très aromatique, très plaisant, des petits côtés torréfaction qui reviennent, chocolat qui est là. C'est-à-dire, c'est beau, c'est très beau. Et des éditions limitées, à chaque fois qu'ils nous envoient une, l'une chasse l'autre parce qu'on se dit, ah, ok. Bah oui, parce que j'avais Gariana, c'était le 6. Ouais. Ah, super. Ils nous avaient amené le proto du Gariana 7, où j'ai goûté, je fais, waouh. Parce que pareil, on montait à un niveau supérieur encore en termes de puissance aromatique. Ouais. Pas les mêmes fûts, pas les mêmes complexités, mais on se dit, oh, le Gariana 7, il y a une longueur en bouche, plus opulent. Par contre, il y a rien qui passe derrière. Au démarrage, dans mes premières dégustations, j'ai fait Gariana 7 et Solum derrière. J'ai vite changé. Parce que je me suis dit, malgré que Solum soit tourbé, alors, peu, mais tourbé, Gariana qui fait alors celui-ci avec une orge tourbée, mais on le retrouve très peu également, en fin de compte, aromatiquement parlant, emporte tout. D'accord. Parce qu'on a un mix de ces côtés compotés, apple pie, girofle, un peu d'épices, tout ça mixé, qui est avec beaucoup de gras et beaucoup d'élégance. Ouais. C'est puissant mais élégant. C'est ça qui est très beau en fin de compte, parce que ça n'est pas que sur de la puissance, on se dit waouh, il y a plus rien derrière. Non, c'est puissant aromatiquement parlant, tout en gardant une élégance et une longueur en bouche. Et les arômes là se succèdent vraiment les uns après les autres, et au bout de 10 minutes, t'as toujours l'aromatique dans la bouche. Ok. Ouais. Donc voilà, c'est là où on reconnaît un beau produit ou un très beau produit. Donc on va dire les coups de cœur et les claques, avec eux, je m'en prends régulièrement. Donc c'est voilà, c'est difficile d'en donner une. Ouais, alors je mettrais plus par rapport à des moments de consommation. Ouais, oui, le contexte. Solum, quand il fait encore fin d'été, où ça commence un peu à se refroidir, mais il fait encore beau. Gariana, plus période un peu plus hivernale, où on cherche quelque chose d'un peu plus réconfortant, d'un peu plus chaud. D'accord. Et puis l'américaine, le reste de l'année... tout le temps. Voilà. Okay. assez facile, entre guillemets, parce que ce côté, cet aromatique, on va dire que moi je définis par pâtissier, mais pas dans le sens sucré, vraiment dans le côté, cet aromatique pâtissier, on retrouve un côté amande, un côté fruits mûrs, et ainsi de suite, et très agréable parce que très facile. C'est ça qui est beau. Et avec la complexité de l'orge, donc c'est beau. Et quelle est la facette de Westland qui t'attire le plus dans la philosophie de la distillerie? Moi, c'est ce côté d'exploration, en fin de compte, où t'as pas une gamme identifiée avec une distillerie, c'est tel goût. Ouais. Mathieu, alors, à l'inverse, il a dû définir avec l'américaine en disant, voilà, le flagship, qu'est-ce que c'est Westland? C'est l'américaine, aromatiquement parlant. Et après, il s'est gardé tout ce côté d'exploration, qui sont alors les trois qu'on a dit tout à l'heure, mais même les single casks, c'est de l'exploration. C'est qu'en fin de compte, alors je dirais pas que rien ne l'arrête, mais il travaille toujours sur quelque chose de différent pour aller chercher une aromatique et faire plaisir et faire découvrir quelque chose d'aromatique, de gustatif. Et je pense que c'est ça qu'on recherche, qu'on achète un whisky ou un spiritueux, c'est qu'on ait justement ce côté waouh. Après, on peut se dire, tiens, non, on a des produits qu'on boit régulièrement parce qu'on a envie et qu'on a trouvé une attache, puis d'autres, on a envie de découvrir d'autres choses. Et ben là, on va dire, c'est un catalogue de découvertes, quoi. C'est catalogue de voyage aromatique. Il y a quelque chose d'assez artistique aussi dans l'aspect création et exploration, et étonné aussi en face. Ouais, parce qu'il a eu créer des réactions. Créer des réactions, le groupe lui a laissé carte blanche parce que c'est lui qui sait ce qu'il doit faire. Parce que beaucoup auraient pu dire non, t'es gentil, essaye de nous faire des choses plutôt classiques, et ainsi de suite. On est sur du classique, on est sur du classique single malt whisky américain Westland, parce que même les autres single malt américains n'ont pas ce goût, parce que la torréfaction, il y a que lui qui le fait.
plus les fûts, plus le terroir et ainsi de suite, parce qu'il y a vraiment ce côté terroir qui céréales, terroir, c'est vraiment. Alors nous en plus on prêche une paroisse parce que voilà, mais nous on est vraiment dans ce côté-là. C'est Mathieu veut faire connaître la céréale, le terroir, veut aller dans le côté aromatique et te faire découvrir ce côté aromatique d'un whisky. Alors que le monde du whisky était plus sur faire découvrir une aromatique d'une marque. C'est pas le même travail, c'est pas la même orientation. Et lui, en fin de compte, ne se met pas de barrière. Le Gary, on va dire, beaucoup de maisons n'auraient jamais fait en disant tu veux travailler sur une nouvelle essence. Non mais attends, est-ce que les clients sont prêts ou pas? Non, lui, il veut faire découvrir. C'est vraiment ce côté Indiana Jones. Voilà, il est à la découverte et recherche, aromatiquement parlant, en termes de vieillissement, en termes de distillat. Voilà, comment il peut jouer dessus naturellement, recherche de ses levures, recherche de son temps de fermentation, ses céréales, parce qu'il travaille, voilà, il essaye d'avancer, il s'entoure de personnes qui peuvent aussi le nourrir et vice versa, parce que sinon les tourbières, il n'aurait pas pu les avoir, parce qu'en fin de compte, il faut quand même un certain nombre de dizaines d'années avant d'avoir des tourbières. Et c'est en rencontrant des personnes, et voilà, c'est ce mixte qu'il arrive à mettre en bouteille dans un univers où, entre guillemets, on se retrouve avec des voyages aromatiques franchement, que je pensais plus vraiment découvrir. Parce qu'on va dire que si on prend... moi, ça fait 30 ans, grosso modo, de professionnel. Voilà, il y a différentes choses, différentes évolutions aromatiquement parlant qu'il y a eu, et là, on retrouve quelque chose que on va dire que j'avais peut-être eu ce côté waouh il y a 20 ans. Où on était là, on découvre qu'est-ce qu'il y a ce coup-ci, qu'est-ce qu'il va y avoir là, qu'est-ce qu'on va retrouver au nez, il y a quoi dans le verre, et c'est un vrai voyage. C'est ça qui est super beau. C'est beau, ouais. Et ben merci beaucoup, Fabrice. Tu nous as écoute, merci à toi. Bien transmis l'amour du produit, et ça donne envie d'en découvrir plus sur Westland. Écoute, j'espère. En tout cas, c'est à déguster de se faire son propre avis. Ouais. Merci beaucoup. Et pour les auditeurs d'Eau-de-Vie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci à toi. Eau-de-Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau-de-Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.